Voilà, il est 19 heures de mon côté. Bonjour à tous. C'est Marianne pour l'association. J'attends que les personnes arrivent un petit peu, voilà, parce que des fois, ça arrive qu'on ait un petit peu de retard ou quoi que ce soit. Pendant ce petit temps, peut-être ce qu'on peut vous partager avec Marika, c'est le pad. Je vous l'ai mis également dans le chat, vous l'aviez dans le mail. Euh, et voilà, c'est important pour nous qu'il y ait ce document en partage tous ensemble, car ça nous permet d'avoir un historique de ce qui se passe. Donc voilà, je vais avec Marika qui est ici. Ah, bonjour. Nous allons vous montrer euh, vous partager en tout cas l'écran du pad. Peut-être que certains sont moins familiers euh, avec cette manière de travailler. En fait, le principe, c'est tous écrire au même moment. Et comme je vous le disais dans la petite vidéo, on attend que ça charge, et puis voilà, comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Au pire, je vous le remets ici également. Voilà. Vous pouvez soit écrire votre prénom avant d'écrire quelque chose, comme ça permet aux gens un petit peu de situer que c'est Pierre ou que voilà, super, merci Marika, ou c'est Chantal par exemple là. Euh, on avait Chantal qui nous écrivait. Vous voyez en haut à droite de l'écran, vous avez des petites flèches qui se mettent de côté. Vous pouvez appuyer dessus, ça vous met l'écran plus grand. Et donc voilà, vous pouvez très bien également en haut à droite du pad marquer à côté d'une couleur votre prénom, ce qui permet de savoir que à chaque fois que c'est en rose que ça écrit, par exemple pour mon cas, et ben quand c'est en rose, c'est moi qui écrit, tout simplement. Voilà, donc il y a eu des petits, ça a un petit peu coupé, mais je crois que je vois pas mal qui arrivent à se familiariser avec ce document. Donc voilà, nous, ça nous permet d'avoir un historique, d'échanger, de relever vos questions aussi. C'est important que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Bon, je pense que ceci dit, voilà, Marika essaie une deuxième fois de partager l'écran. On est un petit peu de prendre le temps d'arriver tranquillement à cette conférence pour les cotisants Colibri. Voilà. Sur ce document qui est clé pour nous, vous avez vraiment les liens qui vous emmènent sur Global. Vous avez les liens qui vous emmènent sur le sujet qu'on va parler, c'est les outils libres Colibri. Et puis, vous voyez un petit peu les questions qu'on a recensées, synthétisées, que les cotisants que vous nous avez envoyés. Et tout en dessous encore, vous voyez là en direct des personnes qui écrivent et qui échangent. Voilà. Vous pouvez marquer votre petit prénom avant, comme ça on voit tout de suite de qui il s'agit. Ou alors, en haut à droite de votre écran, vous pouvez, vous voyez qu'il y a une petite couleur, par exemple là ici c'est violet. Vous pouvez marquer par exemple Marianne, moi c'est mon prénom, à côté de cette couleur violette, et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a du violet qui écrit, c'est Marianne qui écrit. Voilà, ça permet de prendre des notes tous ensemble sans trop se perdre ou être confus. Je propose de commencer cette deuxième conférence pour les cotisants Colibri. Voilà, bonjour à tous. Donc, à mes côtés, nous avons donc Florian, que je mets en milieu d'écran, et Marika, qui pour le coup, elle, sera plutôt par écrit. Donc voilà, là c'était pour vous présenter l'équipe. Euh, alors, ces conférences en ligne, nous en sommes donc à la deuxième. L'idée, c'était d'informer un petit peu plus précisément ceux qui nous soutiennent financièrement sur les projets que Colibri met en place et qui sont nourris grâce à l'argent que les cotisants nous donnent. Donc au début, ce qu'on avait fait, c'était des rencontres en région, en France, pour rencontrer justement les personnes qui nous soutiennent, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et on s'est rendu compte que tout le monde ne pouvait pas se déplacer, que parfois il y avait des personnes un petit peu isolées dans des villages ou quoi. Et est venue cette idée de créer des conférences en ligne, donc de se rencontrer autrement, avec des thématiques plus précises
pour prendre le temps, là on a 1 heure devant nous, de creuser un sujet en particulier. Donc la première, c'était sur les groupes locaux. Vous pouvez aller la revoir sur l'espace cotisant sous l'onglet web conférences. Et ce soir, on a le plaisir d'aborder le sujet des conférences, des outils libres, pardon. Un petit point quand même pas négligeable, eh bien il y a 4 800 personnes qui nous soutiennent tous les mois à hauteur de 5 euros minimum. C'est très très précieux pour nous et on vous en remercie parce que ça nous permet de pérenniser l'association et de pouvoir anticiper sur les projets à venir afin d'accompagner au mieux les citoyens dans leurs projets écologiques et solidaires. Donc ça, c'est super d'avoir des personnes fidèles en fait aux valeurs des colibris et de pouvoir ensemble cheminer pour euh, pour le monde de demain, tout simplement. Je vais pas m'éterniser plus longtemps. Ce que je voudrais préciser, c'est que là, vous avez une certaine primeur en fait qu'on puisse parler des outils libres et des outils libres colibri. Il y a plein de personnes qui nous ont écrit en disant mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est, je voudrais juste déjà savoir ce que c'est. Ben, c'est normal. En fait, notre communication se fera surtout certainement en décembre. Donc vous êtes les premiers à avoir des informations plus détaillées sur ce que c'est exactement, sur cette philosophie et sur ce qu'on va vous proposer. Voilà, moi je pense, fait ma part d'introduction. En premier, ce qu'on va voir déjà avec Florian, que je vais mettre ici avec nous, c'est notamment tout ce qui est la philosophie du logiciel libre, voir un petit peu également le lien avec le développement durable. Et après, on pourra du coup faire un échange de questions tous ensemble. Écrivez du coup vos petites questions sur le pad et Marika nous les remonte. Et en deuxième partie, c'est vous présenter ce que Colibri fait exactement euh, via les outils libres pour les outils libres. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Bah écoute Flo, je te laisse prendre le stage, comme tu dirais. Je te laisse la parole. Alors moi, je t'entends pas. Je sais pas si c'est le cas. Allô? Est-ce que ça va Oh, mieux là? ouais, On branche super. le micro? D'accord. Oui. Bon, ben alors je disais bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être ici avec toutes ces petites bulles autour. Donc, voilà. Ben, moi, je suis Florian. Donc, je suis un peu l'informaticien des Colibris. Je suis développeur web et voilà. Donc, du coup, je connais assez bien ces notions et du coup, je vais essayer de vous les présenter. Alors, je vais essayer de partager avec vous une petite image pour illustrer un petit peu ce que je vais dire. Alors, hop. Alors, voilà. Donc, ça peut paraître bizarre, cette première image. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. C'est bon. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une boîte avec une tarte aux pommes dedans. Et donc, en fait, c'est un peu une métaphore qu'on utilise pas mal pour présenter les logiciels libres. En fait, on essaie d'imaginer un monde où, en fait, toutes les tartes que l'on peut consommer, on ne peut que les consommer comme ça. C'est-à-dire qu'on nous file une boîte avec une tarte dedans. Donc, c'est marqué que c'est une tarte. On ne sait pas exactement quels sont les ingrédients qui sont dedans. On ne sait pas exactement comment elle est fabriquée. On ne connaît pas la recette précise. Et donc voilà, c'est un peu pour faire une allégorie pour raconter que les logiciels qu'on installe sur sa machine, la plupart du temps, on prend une boîte et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Voilà, on n'a pas accès au code source, on ne sait pas comment le code fonctionne. Et donc voilà, il faut faire confiance aux fabricants en espérant qu'ils n'essaient pas de nous empoisonner. Donc voilà. Au contraire de ça, du coup, il y a les logiciels libres. Donc les logiciels libres, c'est du coup un concept, je vais vous donner un peu des définitions pour commencer. C'est un programme informatique qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique et qui peut être utilisé, modifié, partagé et reproduit librement par ses utilisateurs. Voilà, donc en fait, il y a ces quatre notions, on appelle ça les quatre libertés du logiciel libre. C'est la liberté d'utiliser le logiciel librement, la liberté de le copier autant de fois que l'on veut, la liberté d'étudier le logiciel, c'est-à-dire de pouvoir voir le code source, voir comment il fonctionne à l'intérieur, et la liberté de modifier le logiciel et de le redistribuer sous les mêmes conditions. Et en fait, c'est cette dernière liberté qui est très très importante dans le logiciel libre, parce qu'en fait, la condition, on peut vraiment faire toutes sortes d'utilisations avec le logiciel libre. On peut vendre un logiciel libre si on a envie de le vendre.
On peut vraiment le donner à n'importe qui, le mettre sur un CD, le mettre sur une clé USB, le commercialiser. Mais par contre, les conditions, c'est que si jamais on propose une amélioration du code, on est obligé de mettre cette amélioration dans le pot commun et la proposer à tout le monde sous les mêmes conditions d'utilisation. Donc, un logiciel libre reste toujours un logiciel libre. Voilà. Et donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que en fait, il y a un grand nombre de licences qui existent. En fait, la plus connue, elle s'appelle GPL. C'est la licence publique générale. Donc, en gros, on peut vous donner des liens un peu pour aller voir en détail, mais c'est le texte de loi qui explicite ces quatre libertés. Et on verra plus tard que en fait, c'est assez bien fait. Beaucoup d'avocats se sont penchés dessus et c'est du solide. Après, c'est pour dire que ces licences-là, vous avez peut-être entendu parler aussi d'une licence qui s'appelle Creative Commons. Donc, en fait, là, la GPL, la première licence dont je vous ai parlé, elle s'applique que aux logiciels, mais il y a aussi des licences qu'on peut appliquer à toute autre chose. Donc, par exemple, les Creative Commons, on peut utiliser ça pour des documents, pour des images. Et, euh, et donc voilà ce que je voulais vous montrer, par exemple. Alors, je sais pas, je vais mettre des liens peut-être dans le pad, histoire que d'autres personnes puissent voir différentes choses. Voilà, Oui, tu peux mettre sur le pad et puis tu peux mettre aussi même là en direct sur le chat, comme ça ils ont sur les deux, d'accord. comme tu veux. Donc ça, je coupe. Hop. Je sais pas si ça donne bien comme ça avec les petits liens. Si, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, il y a un exemple, par exemple, de musique libre de droit. Donc, on peut décider en tant que musicien de diffuser sa musique sous une licence Creative Commons. Et dans ce cas-là, en fait, on n'a pas d'obligation par rapport à la SACEM. Donc, ça veut dire que si on organise un événement, on peut utiliser cette musique, diffuser de la musique, et ça pose pas de problème. Pareil, on peut faire des compilations, les donner à d'autres personnes, éventuellement les vendre, c'est possible. Après, du coup, dans les exemples que je vous ai mis, il y a aussi un exemple qui a rien à voir avec des documents, c'est un yaourt libre. Alors ça, le principe, c'est quelqu'un justement qui a fait un yaourt végétal à base de, je crois que c'est fermentation de riz. Et donc, en fait, ils ont mis la recette de ce yaourt sous licence Creative Commons. Donc, n'importe qui peut reprendre cette recette et fabriquer soi-même son yaourt. Et eux, du coup, leur modèle économique, eux, ils en fabriquent un peu, ils le distribuent sur leur territoire. Mais aussi, ils forment des gens à créer ce yaourt pour eux dans différents autres territoires. Et donc, ils ont créé toute une association qui fait du yaourt en logiciel libre, enfin, en licence libre. Voilà. Et ce qui était intéressant avec ce projet, c'est que justement, il y a eu à un moment des industriels qui se sont intéressés à ça et qui ont voulu savoir est-ce que c'est vraiment légal, est-ce qu'ils peuvent vraiment protéger comme ça le yaourt. Et en fait, il s'est avéré que avec cette licence, c'était bien protégé et donc en fait, ils peuvent continuer à exercer leur business autour d'un yaourt libre sans aucun problème. Voilà. Et après aussi, maintenant, on trouve pas mal, du coup, dans tout ce qui est Fab Lab, cette réappropriation un peu de l'industrie, on trouve du matériel libre. Donc, c'est du matériel qui est aussi mis à disposition sous licence libre. Donc, on a des plans, on peut utiliser ces plans et du coup faire soi-même du matériel à partir de choses qu'on fabrique chez soi. Et donc, je vous ai mis un lien vers l'atelier paysan qui propose du coup des plans et des tutoriels pour fabriquer des machines agricoles pour pouvoir du coup, donc eux ils sont très proches de tout ce qui est agroécologie et voilà, donc ils ont un matériel adapté et donc c'est la même condition en fait, eux ils misent sur le partage. Ce qui est intéressant c'est que comme les plans sont en logiciel libre, si quelqu'un améliore cet outil, il sera aussi obligé de mettre ces améliorations sous la même licence libre et du coup les gens vont pouvoir bénéficier d'un outil amélioré et c'est comme ça que les outils évoluent et sont toujours disponibles. Voilà. Petit point juste pour dire parce que pas mal se poser la question où est-ce que tu avais partagé les liens. C'est en fait sur le pad, il l'a pas partagé il s'était fait exprès qu'on voyait sa tête, il partageait pas son écran, il a partagé des liens. Donc soit sur le pad, je vous ai remis normalement, vous l'avez dans l'invitation le pad, ou là on vous l'a remis dans le chat global. En fait on est sur deux plateformes donc c'est un peu particulier.
Et là, il y a tous les petits liens dont il vous parle sur le yogourt libre, la musique libre et les matériels libres, c'est ça. Et je voulais rajouter une petite anecdote pour dire qu'au maximum, nous, Colibri, par exemple dans les MOOC ou autres, mais c'est les MOOC qui me viennent principalement en tête, et ben, on essaie de prendre, enfin, on prend en fait des images libres de droit pour justement que ce soit plus simple quand on veut illustrer certaines choses. On n'a pas des droits à demander avant. On pourrait pas de toute façon se permettre. Voilà, je te rends le micro. Merci. Merci pour ta contribution. Et donc, alors, du coup, je vais expliquer un peu pourquoi Colibri s'intéresse à ces sujets-là. Alors, en fait, il y en a pas mal qui font le lien entre les logiciels libres et le développement durable. Alors, l'un des exemples, c'est par exemple lutter contre l'obsolescence programmée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros, on remarque souvent que dans les matériels électroniques qu'on achète, il y a des petites résistances, des petits maillons faibles qui font qu'au bout de 2 ou 3 années d'utilisation, l'appareil électrique ne marche plus. Et voilà, donc en fait, c'est un concept qui a été un peu inventé pour pouvoir vendre à intervalles réguliers du matériel, que les gens renouvellent sans cesse leur matériel. Et en effet, bah, du coup, écologiquement, c'est quand même pas la meilleure des solutions. Et justement, le logiciel libre, lui, comme c'est des codes sources qui sont faits par des développeurs, si, il peut faire attention que quelqu'un qui veut que ça fonctionne avec un vieux matériel, il pourra toujours vérifier que son code fonctionne avec un vieux matériel. Et donc souvent, on se rend compte que par rapport aux nouvelles versions qui sortent régulièrement de logiciels qui nécessitent du matériel plus puissant, bah, le logiciel libre, lui, il s'installe à partir de machines assez anciennes et tout fonctionne bien, même sur du matériel assez vieux. Donc voilà, c'est une solution pour donner une deuxième jeunesse à votre matériel quand vous avez plus d'autre choix que de changer de version de Windows parce qu'il y a plus rien qui marche sur votre machine. Peut-être que c'est le bon moment pour passer au logiciel libre. Donc peut-être je vais préciser aussi parce que en fait la notion de logiciel libre elle est quand même assez large. En fait, du coup c'est des programmes informatiques, mais en fait il y a des programmes qu'on utilise sur sa propre machine, sur son ordinateur. Donc les logiciels libres les plus connus qu'on utilise sur notre machine, il y a par exemple Firefox qui est un navigateur libre. Il y a aussi un autre logiciel qui s'appelle VLC, qui est un logiciel pour voir des vidéos. Donc ceux-là, ils sont vraiment utilisés sur des millions d'ordinateurs, ils sont très connus, ils sont très simples d'utilisation et voilà, c'est un peu des fers de lance des logiciels libres. Après, il y a aussi au niveau de la machine, on a un premier composant qui fait tourner la machine, qui est le système d'exploitation. Alors de base, quand on achète un ordinateur, il n'est pas très souvent livré avec du logiciel libre. En fait, les boîtes ont des accords avec les distributeurs de matériel. Et donc, par exemple, Windows et Apple vendent leur ordinateur avec, du coup, Microsoft vend avec Windows dessus et puis Apple vend avec macOS dessus, qui sont leurs systèmes d'exploitation. Il y a aussi une alternative libre qui s'appelle Linux. Donc, du coup, il y a plein de distributions qui existent, qui ont plus ou moins des vocations. Il y en a qui sont pour des vieux ordinateurs. Il y en a qui essayent d'avoir un design le plus proche possible de Windows pour pas perturber les utilisateurs. Il y a une distribution qui s'appelle Emmaüs Ubuntu, qui est du coup qu'on retrouve sur les ordinateurs dans les recycleries, qui du coup donne une deuxième vie à des ordinateurs qui sont un peu vieux. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau système d'exploitation. Et enfin, il y a aussi des services libres sur le net et des logiciels libres qui sont utilisés sur des programmes sur le net. Par exemple, il y a un logiciel de blog qui est très connu qui s'appelle WordPress. C'est un logiciel libre. Donc ça veut dire que en fait, on trouve le code source et quand on a un hébergement, on peut s'installer soi-même ce code source sur son hébergement. Et du coup, on dispose d'un logiciel qui se consulte directement à travers le navigateur. Et dans les logiciels libres, alors il y en a un qui est un peu connu aussi, qui s'appelle Wikipédia. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est une encyclopédie collaborée en ligne. Et du coup, il y a le logiciel Wiki qui fait tourner la machine, qui fait tourner le site internet qui est un logiciel libre, mais il y a aussi les contenus qui sont mis dessus, qui sont sous licence Creative Commons. Ça veut dire que d'un côté, le logiciel, on peut se l'installer de son côté, le copier, faire son propre Wikipédia si on a envie. Et de l'autre côté, les contenus aussi, on peut les récupérer. Et donc, toute cette encyclopédie, on l'a à disposition. On peut aussi l'utiliser sur un autre site. Voilà. Donc, pour les raisons pour lesquelles Colibri s'intéresse au logiciel libre, il y a aussi le fait que ça consomme moins d'énergie si jamais on utilise des logiciels libres. Par exemple, nous, ce qu'on essaie de mettre en place pour tous nos sites internet, c'est de les installer sur des serveurs qui sont alimentés par de l'énergie verte.
Alors, on n'a pas trouvé en France des pas chers, on a été obligé d'aller jusqu'en Allemagne, mais en tout cas, on a trouvé une société qui s'appelle Etzner, qui propose du coup d'alimenter les serveurs avec de l'énergie verte, et qui a aussi une réflexion pour réutiliser du vieux matériel, pour pas toujours réacheter des serveurs. Donc voilà, ça nous a un peu intéressé de faire ça. C'est en fait, à l'heure actuelle, au niveau des gaz à effet de serre, il faut savoir que tout ce qui est utilisation des ordinateurs et d'Internet, c'est à peu près 5% des gaz à effet de serre. À titre de comparaison, l'aviation civile, c'est 2%. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Et l'une des manières de réduire ça, ben, c'est plutôt que de passer par des gros data centers, d'avoir soi-même des serveurs hébergés, si possible, le plus proche possible de là où on habite. Et voilà, donc nous, on est un peu dans cette démarche-là. Et en fait, ce qui nous intéresse à Colibri aussi par rapport à tout ça, c'est le côté éducation populaire, toute la démarche citoyenne, parce que du coup, en fait, on contribue à faire du bien commun avec les logiciels libres, puisque moi, donc du coup, chaque chose que je code pour les colibris, on le met à disposition sous ces licences-là, donc ça peut être récupéré et réutilisé par des groupes locaux ou à d'autres échelles de territoire. Et voilà, donc après, il y a des articles sur le magazine de Colibri qui commencent un peu à parler de ça, en particulier pour montrer que les logiciels libres, c'est un moyen de passer d'une société de consommation à une société de contribution, où tout le monde peut participer. Donc voilà, c'est cette démarche-là qui nous intéresse aussi au Colibri pour les logiciels libres. Voilà. Je reprends en partage avec toi, Florian. Je rigole. Il y a un petit commentaire qui me fait rire. Une économie d'énergie serait d'écrire le français normalement et pas en écriture inclusive. C'est en débat au sein de l'équipe. Pour l'instant, certains font le choix d'écrire en écriture inclusive, mais c'est pas le débat ici. Euh, Écoute, est-ce que tu aurais à nous rappeler le nom, parce que certains prennent des notes sur le pad, du Oui, fournisseur allemand? oui. Tu as dit le nom de quelqu'un qui Il s'appelle fournissait. Exner, alors je vais le mettre à la... Voilà, je ou reprends le le mettre document. après, voilà, on va pas. Et du coup, on a relevé quelques questions, notamment de Nathalie. Euh, En fait, elle se demandait pourquoi les informaticiens, les artistes ou ceux qui créent tout ce qui est en libre diffusent-ils ça gratuitement? Leur offre est le fruit de leur travail et cela mérite salaire, à mon sens. Oui. Est-ce que tu Eh pourrais ben, leur... vraiment, ben, ça tombe bien parce que c'était quelque chose que j'allais aborder. En fait, le logiciel libre a quand même une économie, hein. C'est pas parce que c'est libre que c'est gratuit, quoi. Et en fait, il y a une nuance entre les deux. Euh, Ça veut dire que, par exemple, moi, je touche quand même un salaire en travaillant à Colibri, et pourtant, du coup, mon code est disponible en logiciel libre. Et en fait, le modèle économique, c'est le modèle de l'innovation. C'est-à-dire que tout ce qui a déjà été programmé, du coup, il est mis dans le pot commun, il est disponible. Donc, on n'a pas besoin de réinventer de la roue, de repartir de zéro. Par contre, si quelqu'un a besoin d'avoir une nouveauté, et cette nouveauté, du coup, il va falloir la programmer. Et du coup, ce travail de programmer cette nouveauté, eh ben, ça peut se faire en contractualisant avec un développeur. Et du coup, en Hmm. stipulant dans le contrat que ce sera sous forme de logiciel libre et que ce sera reversé à la communauté sous la même licence. Voilà. Et puis après, donc il y a aussi toute une offre de services, c'est-à-dire en fait, c'est pas parce que D'animation je ou mets à de... disposition le code de quelque chose que n'importe qui va connaître tous les concepts derrière de qu'est-ce que c'est un hébergeur, comment on installe quelque chose. Donc à un moment, il y a un accompagnement qui va se faire, un accompagnement technique, et cet accompagnement peut être payé aussi. Pareil, ouais, comme dit Marianne sur l'animation. Donc en fait, c'est juste que en fait on fait pas payer quelque chose qu'on a déjà développé et envie de la rente de ça, on est toujours sur de l'innovation et sur de la proposition de services. Ok. Certains demandent du coup, je regarde un petit peu, est-ce que c'est appelé à remplacer à terme l'utilisation des systèmes actuels ou l'objectif est plutôt que ça fonctionne en parallèle? Enfin, voilà, en fait il y ait plein de, si tu veux, de logiciels disponibles, libres ou pas. Oui. Voilà, quelle est un peu l'intention derrière alors ça, je pense, j'ai une question sur l'enjeu technique. Je ne sais Mhm. pas, peut-être Flo, est-ce que tu peux régler ton micro un peu plus fort? Moi, je pense, Euh, je peux essayer, mais est-ce que c'est mieux si je le rapproche comme ça, peut-être? en tout cas Je pour sais moi, pas. c'est mieux. Moi, je vais D'accord. essayer de parler Ben, moins je vais essayer fort. comme ça. D'accord, super. Ben, je vais parler un peu plus fort aussi, par la même occasion. Alors,
du coup, par rapport au fait que en fait dans une société idéale, peut-être que ça serait bien que tout comme ça, sous forme de logiciel libre, mais c'est certainement pas le cas. Et en fait, on n'est pas, c'est pas notre but de tout remplacer, quoi. En fait, c'est juste du coup, on peut laisser le choix à l'utilisateur entre si jamais l'utilisateur il est bien dans son confort et que du coup d'acheter une boîte sans savoir comment ça fonctionne derrière, mais qu'il paye et qu'il a un service et que ça lui convient, il n'y a pas de souci avec ça. Mais juste, enfin voilà, nous on considère que la démarche de transparence et de reproductivité, elle est très importante. Donc on souhaite que ce soit de plus en plus utilisé. Et dans les faits, il y a plein de choses qui existent. Par exemple, à l'heure actuelle, Internet. Si jamais l'inventeur d'Internet, Tim Berners-Lee, il s'appelle, s'il avait décidé de mettre son invention sous licence et de faire un réseau privé qui faisait payer lui, peut-être qu'il serait devenu super riche, mais peut-être que aussi Internet n'aurait pas eu le succès que ça a eu à l'heure actuelle. Quand on regarde à l'heure actuelle, 90% d'Internet tourne sur des logiciels libres. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le. En fait, il y a plein de services payants sur Internet, etc. Mais par contre, toute l'infrastructure sur les serveurs, c'est souvent des serveurs qui sont sous Linux, parce que du coup, c'est plus facile du coup pour les ingénieurs d'avoir quelque chose avec un code ouvert, de bien le comprendre, etc. Et du coup, pour les entreprises, ça fait gagner vachement de temps sur la recherche et développement parce que les choses existent déjà. Donc en fait, à certains niveaux, du coup, le libre existe, a déjà pris une part très très importante, même si du coup, ça n'empêche pas du tout d'avoir un modèle économique privé à côté, quoi. Les deux choses ne sont pas antinomiques. Après, par exemple, on peut voir que Apple, ils ont fait un système d'exploitation qui est basé sur du libre, mais que eux, ils n'ont pas respecté. En fait, il y a une licence qui est libre, mais qui n'oblige pas à reverser dans le logiciel libre. Et donc du coup, en utilisant cette licence-là, Apple, ils ont bénéficié de tous les avantages d'un code libre, mais par contre, leur interface graphique, tout ça, ils l'ont rendu privé. Et donc ils n'ont pas joué le jeu du bien commun. Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les interfaces comme Linux ne sont pas toujours aussi belles que celles qu'il y a pour Apple, qui a mis plein d'ingénieurs dessus et plein de designers pour faire un système d'exploitation super beau. Mais voilà, en tout cas, s'ils avaient joué le jeu, on aurait un Linux super beau et peut-être plus d'utilisateurs de Linux. Mais voilà, là, en tout cas, on peut dire que, en tout cas, sur le poste de travail, c'est encore une minorité et c'est un choix un peu de vie alternatif, quoi. Voilà. Mm. Bah, d'ailleurs, il y avait une question de Frédéric qui disait justement, on comprend que les informaticiens échangent librement leurs logiciels, idées, développement, mais d'autres peuvent en profiter sans faire leur part, entre guillemets. Une économie que l'on comprend. Bon, ça, c'est un peu Oui. cynique, mais c'est ce que tu viens de dire, quoi. C'est qu'en gros, il y en a qui jouent pas le jeu et qui profitent Oui, mais alors ça justement dépend des vraiment de choix. la licence, hein. C'est pour ça que moi je parlais de la licence GPL. La licence GPL, elle est un peu virale, c'est-à-dire que du moment que vous utilisez un morceau de code qui est sous licence GPL, vous êtes obligé de fournir tout votre reste du code sous licence GPL. Par contre, voilà, c'est un peu un débat chez les libristes entre ceux qui sont pour la liberté totale et donc du coup qui veulent pas donner la contrainte de reverser le code, et ceux qui disent ah non justement la contrainte de reverser le code c'est celle-là qui nous intéresse puisque c'est celle-là qui permet d'améliorer les choses. Et donc D'accord. voilà, entre les deux, les deux existent et puis chacun choisit son camp, mais voilà. Hmm. J'ai encore une question on a quelques questions aussi de personnes qui souhaitent passer dans ce nouveau mode d'outils, Oui, notamment certains qui souhaitent aller sous Linux oui, et qui nous demandent mais à qui s'adresser, comment faire, est-ce que je peux le faire tout seul, est-ce qu'il existe des accompagnements, même payants, oui, pour m'aider à passer le cap, quoi. oui. Alors il y a un Alors système. bien sûr, nous Alors on n'est pas là pour faire de la pub entre guillemets, mais c'est juste est-ce que ça existe, est-ce que voilà, est-ce oui, qu'on bien peut. sûr. En tout cas, ce que je peux dire, il y a un site un peu référence au niveau francophone. C'est des partenaires d'ailleurs de Colibri. Ça s'appelle Framasoft, qui est du coup une association qui promeut le logiciel libre. Et en fait, il y a un réseau sur le territoire, il s'appelle les GUL, je crois. C'est la guilde des utilisateurs de Linux. Et en fait, du coup, il y a des utilisateurs de Linux dans chaque département qui proposent des ateliers d'installation pour que les gens viennent et du coup installent sur leur machine Linux. Du coup, donc il y a cette possibilité-là. Et après, il y a des sites, par exemple, il y en a un que je connais qui s'appelle Parrain Linux, où on trouve un parrain, c'est un informaticien qui est d'accord pour consacrer du temps pour vous accompagner dans la démarche de passer à Linux. Moi, ce Tu que veux dire c'est les je- geeks, c'est ça, tu dis?
Pardon? qui s'appelle les Guild, c'est ça? Les, les GUL, G-U-L, groupement D'accord. guilde d'utilisateurs Linux, groupement d'utilisateurs Linux. J'essaierai de vous mettre les liens à la suite de la conférence sur le pad Ok, pour que vous puissiez vous super. renseigner. Là, il faut que je le retrouve, mais voilà. En tout cas, moi, ce que je préconise pour ceux qui ont envie de se mettre au logiciel libre, c'est de ne pas tout passer du premier coup parce que, pour être tout à fait franc, il y a quand même un temps d'apprentissage quand on passe à Linux. En fait, on retrouve pas tout de suite ses habitudes, les menus ils sont changés, etc. Si on a un problème de configuration ou du matériel mal reconnu, on peut vite être bloqué. Mais par contre, ce que je recommande, moi, c'est de commencer déjà d'utiliser des logiciels comme LibreOffice, qui est l'équivalent de Office en libre, des logiciels comme Firefox, qui est l'équivalent du navigateur Internet Explorer ou Google Chrome en libre. Et en fait, du coup, de petit à petit, transformer ces logiciels qu'on utilise au quotidien pour du coup être entièrement libre. Et une fois qu'on a passé ça, une fois qu'on utilise presque plus que des logiciels libres, on peut réfléchir à passer sous Linux parce qu'en gros, Linux, ça va être juste un système d'exploitation changé, mais tous ces logiciels libres seront disponibles. Ok. Donc voilà, c'est une manière de faire. Puis après, on peut aussi, toutes les distributions Linux, elles peuvent s'installer et se mettre sur une clé USB et on peut essayer sur sa machine sans forcément installer. Donc ça permet du coup de se faire un avis et de se dire, ah, est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que j'ai le niveau suffisant? Est-ce que ça me rappelle? Voilà. D'ailleurs, pour dire, là, on passe au Global, c'est la partie gratuite, mais non libre. Et on n'a pas encore trouvé l'outil libre qui fait que ça fonctionne à plus de 80, parce que très souvent, vous êtes 80, voire 100 à vous connecter. Donc, on a privilégié la sécurité en passant par Global. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que certains qui sont sous Linux, sur le pad, nous ont précisé qu'ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc, voilà. C'est la Quoi qu'il petite. arrive, après nous on diffusera les vidéos dans des formats qui seront accessibles à tout le monde. Oui. Mais voilà, en tout cas, il faudra y réfléchir pour voir comment on arrive à mettre tout le monde euh, sur. C'est ça. Mais on y travaille. Et ben, ça me permet de faire cette petite transition. Mais alors, à Colibri, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est une question de quelqu'un. Quels sont les logiciels que vous utilisez au quotidien chez Colibri? Quels sont ceux qui pourraient servir au groupe locaux d'ailleurs? Ça, on prendra par la suite, peut-être. Là, on passe sur la deuxième phase que Florian va nous parler. Il y a plusieurs choses. Il y a qu'est-ce que nous, on utilise au sein de l'équipe et puis il y a surtout qu'est-ce qu'on a voulu proposer. En fait, on s'est rendu compte que par différentes manières, les citoyens montaient des projets collectifs, voulaient discuter ensemble, soit pour se relier, soit pour voilà, construire être sur un même projet. Et du coup, on s'est demandé bah, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition et des colibris en fait, tout simplement. Donc, bah, Florian, je te laisse nous dire qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Voilà. Bon, alors, en fait, peut-être je voulais, avant Marika que tu partages l'écran, je vais peut-être juste aussi, parce que j'avais prévu au moins 3 images, donc je vais quand même vous les mettre. Du coup, pour vous expliquer les enjeux, parce que là on a parlé pas mal de ce qu'on peut installer sur son poste de travail, sur son ordinateur, d'avoir des logiciels libres sur son ordinateur, mais du coup il y a toute la partie services libres. Et en fait c'est ça qu'on va préciser un peu là maintenant, les services libres que propose Colibri. Et donc du coup, en fait, avant tout ça, je voudrais juste revenir sur quelque chose. En fait, est-ce que vous voyez l'image avec les cochons? C'est arrivé jusqu'à à tout le monde? C'est bon? Moi, ouais, parfait. Oui, ok. Donc voilà, donc c'est voilà cette petite blague. Donc ces deux cochons qui sont du coup dans leur porcherie et qui disent ah mais c'est génial cette porcherie. En fait il fait super chaud, on nous nourrit gratuitement, pas de loyer à payer, c'est vraiment génial. Mais en fait la plupart des services qu'on utilise sur Internet, donc on va citer les plus gros, on les appelle les GAFAM. Donc il y a Google, il y a Amazon, il y a Facebook. Il y a Apple et il y a Microsoft. En fait, c'est à eux, déjà, c'est les entreprises américaines qui ont le plus d'argent à l'heure actuelle, mais à eux tout seuls, ils représentent vraiment
une énorme quantité de données, toutes les données qui circulent sur Internet commencent à être stockées sur ces mêmes silos. Et voilà, et donc on peut les comparer à des porcheries, et nous, du coup, on est ces petits porcs qui sont bien contents d'utiliser ces services parce que ils sont gratuits, ils sont faciles d'utilisation, et donc voilà, on n'a pas de loyer à payer. Mais en fait, il faut savoir qu'est-ce qui se passe à la fin pour ces petits cochons, en fait. C'est alors, voilà comment ça se termine. Donc voilà, donc on espère qu'ils vont pas faire la même chose hein, avec leurs utilisateurs, Google, Facebook et compagnie. Mais voilà, on peut déjà savoir qu'à l'heure actuelle, ils font du pistage de données, ils récupèrent toutes les données pour faire du ciblage publicitaire. Et donc voilà, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas forcément, on s'en rend pas compte comme ça, mais voilà, dès qu'on fait une recherche, on se retrouve avec de la publicité qui correspond au dernier truc qu'on a recherché. Tout ce qu'on partage, on se rend pas compte à quel point on partage des informations qui peuvent être confidentielles. Voilà. Et ça fait une bonne tranche, oui. Voilà. Et donc, en fait, nous, on a voulu rejoindre, du coup, euh, alors je vais changer d'image vite fait, un projet justement qui a été fait par Framasoft, qui est un projet alors, hop, je trouve, de chaton. Voilà, alors chaton, donc ça veut dire le C, c'est pour collectif, le H pour hébergeur, A, alternatif, T, je ne sais plus ce que ça veut dire le T. Euh, chaton. Bon, je retrouverai le T, mais le O c'est ouvert, le N c'est neutre et le S c'est solidaire. Et le T c'est transparent. Voilà. Donc en fait, c'est donc un projet qui a été monté dans la France. Donc Framasoft, cette association, elle propose pas mal de services en ligne qui sont des alternatives justement à Google et à Facebook. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu vachement de succès en proposant ça, mais qu'on commençait à les critiquer pour dire, bah oui, mais maintenant vous êtes un nouveau silo comme il y a déjà les silos Google. Facebook, etc. Et en fait, ce qu'ils ont proposé comme réponse à ça, c'est de dire, ben, nous, on n'est pas les seuls hébergeurs qui peuvent proposer ça. On va demander à toute structure intéressée par ces valeurs-là de signer une charte. Donc, on peut trouver la charte sur le site des chatons. C'est une charte, du coup, qui garantit que les utilisateurs en protègent au maximum leurs données. On met tout en place pour expliquer de manière transparente quels sont les outils utilisés. On met tout en logiciel libre. Et du coup, on est solidaires entre nous, on s'aide quand il y a des problèmes sur les serveurs. Et donc, ça a donné lieu à ce collectif. Et en fait, ce collectif, Colibri l'a rejoint pour proposer leur propre service web. Et c'est de là, donc, du coup, qui est venue l'idée des services outils libres, Colibri outils libres, dont c'est l'objet de la conférence maintenant. Voilà. Donc juste pour vous donner une petite illustration pour montrer que tout ce projet de dégooglisation, c'est quelque chose de très franchouillard avec du coup, euh, on passe à la retisseuse les différents GAFAM et en fait c'est une image du coup qui a été faite pour ce projet-là où on voit en fait tous les petits bonhommes qui sont autour, en fait ils ont des logos qui sont des différents logiciels libres qui sont utilisés. Voilà. Et donc, ben, maintenant, Marika, je veux bien que tu prennes la main et que tu montres du coup le site internet. Comme ça, on peut détailler un peu ce qui est déjà. Sachant que là, c'est vraiment une avant-première, hein. On aura un lancement officiel sans doute début décembre, où on fera vraiment une communication pour tout le monde. Et donc là, ben, on s'est dit qu'on va profiter des cotisants pour du coup qui puissent. Nous, on a déjà testé en interne, nous dans l'équipe, on essaye de se dégoogliser au maximum. Mais du coup, on veut le proposer à vous un peu en avant-première. Voilà, donc les outils libres. Donc si tu scrolles un petit peu dans la page, l'idée c'est donc il y a une seule adresse colibri-outilibre.org. À terme, vous voyez, il y a un petit bandeau en haut des sites du mouvement. Pour l'instant, il n'est pas encore présent, hein. Mais à terme, du coup, il y aura un accès facile à partir de n'importe quel site des colibris. Il y a toujours ce petit bandeau bleu en haut des sites du mouvement qui permet d'aller sur les différents projets qu'on a sur le mouvement colibri et donc entre autres les outils libres. Et ce site, c'est en fait un portail qui permet d'accéder à tout ce qu'on a déjà mis en place. Donc pour l'instant, on en a mis en place trois. Alors, du coup, je vais vous détailler un peu quels sont ces trois. Donc il y a les pads.
Ensuite, les pads, on a commencé à regarder un petit peu ce que c'est, puisque du coup, quand vous êtes arrivé sur la conf, vous êtes arrivé sur un pad, c'est l'endroit où on prend des notes à plusieurs, où on peut poser des questions. Je vous le Alors, remets dans le chat ouais. au cas où. Je crois que Marika répond aux autres questions en fait. Donc du coup, Ah, d'accord, oui. Oui, parce que du coup, peut-être Marika, si tu peux juste ouvrir, ouvrir le projet pad à part, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble sur le partage d'écran. tu peux continuer hein, du coup, Flo. Je Oui, pense qu'elle va voilà. arriver. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un pad? Donc, c'est un service d'écriture collaborative, c'est-à-dire qu'on a un bloc-notes sur lequel tout le monde peut écrire en même temps là. Donc, en fait, on voit dès que quelqu'un commence à saisir quelque chose, il a une couleur associée et du coup, on voit en temps réel, tous les autres participants voient en temps réel quand quelqu'un écrit dans le pad. Donc voilà, l'avantage de cet outil, c'est que du coup, il est très pratique pour des temps synchrones, justement quand on fait des conférences comme ça, ou quand on est sur des réunions téléphoniques ou des choses où on est plusieurs à distance. En fait, on peut partager une adresse URL qu'on a montée spécialement pour l'occasion. Et du coup, pendant que les gens parlent, il y a d'autres qui peuvent prendre des notes et on peut se relayer comme ça. Et donc, l'un des usages, c'est par exemple, pendant une réunion, on fait de la prise de notes collaborative. Et à la fin de la réunion, on a déjà notre compte rendu qui est prêt, quoi. Voilà. Et donc ici, nous, l'un des usages qu'on a, c'est justement pour poser les questions en temps réel sur le pad. Et donc, bah, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, alors juste pour dire, je sais pas, alors si Marika peut montrer sur le partage d'écran la porte d'entrée des pads. Alors, hop, ça redémarre. Là, c'est moi qui ai arrêté. Après, D'accord. j'ai fait une petite fausse manip. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les passes, c'est pratique parce qu'on peut prendre des notes ensemble pendant les réunions et on peut transformer ce document, en fait, après, à la fin. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on garde un historique et qu'on peut le solidifier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, on peut vraiment le rendre en Mhm. dur. Enfin, je sais pas, voilà. C'est que on peut ne plus le retoucher. Oui, voilà, je vois qu'il y a une question de Philippe sur la lisibilité du pad. En fait, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on utilise temporairement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en bas à droite, il y a un petit rappel pour dire que le pad ne sera disponible en ligne que pendant, en fait, on a mis une durée de 6 mois, je crois. Mm, Là, en c'est fait, ça. sans doute, ça a été cliqué, donc on ne le voit pas. Mais voilà, en gros, en fait, c'est fait normalement, c'est pas quelque chose qu'on garde de manière pas pérenne, hein. En fait, on l'utilise juste le temps d'une synchronisation, et après, il y a des options d'export. Donc, soit le plus simple, c'est de faire un copier-coller, et du coup, de le mettre dans un document qu'on a sur sa machine ou sur un wiki. On verra tout à l'heure ce que c'est, hein, ou tout autre document qui nous intéresse. Est-ce que tu peux montrer, du coup, c'est Marika ou qui a la Oui, main sur oui, le... oui. Oui, Oui, c'est Marika. juste, voilà, regardez sur les petites flèches qu'il y a en haut à droite, en fait, qui permettent d'exporter ce document sous différents formats. Normalement, on peut l'exporter en format un peu type document Word ou du coup en document de texte. Et après, pour la lisibilité, là, en fait, quand on est en temps réel, c'est intéressant de savoir qui c'est qui écrit, c'est pour ça qu'il y a des couleurs. Et il y a l'un des boutons de l'interface, c'est vous voyez, il y a des boutons de mise en page, on peut faire du grade, italique, du souligné, on peut mettre du coup des petites puces, indenter le texte. Et quand on regarde, l'une des icônes, c'est un œil barré. Si on clique sur l'œil barré, on va perdre tous les codes couleurs et ça va être un texte de nouveau tout blanc. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que pendant qu'on écrit à plusieurs, on garde les couleurs. Une fois qu'on a fini d'écrire le document à plusieurs, on appuie sur cette petite œil pour enlever tous les formatages de couleurs et on se retrouve avec un texte qu'on n'a plus qu'à un peu mettre en page et à exporter pour l'avoir sous forme de document pour sa machine. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment pas prévu pour garder de manière pérenne des informations. Mais même si là on a mis une date de 6 mois, si jamais vous utilisez une adresse d'un pad, vous allez dessus une semaine, la semaine d'après, quand vous retournez dessus, et que si vous réécrivez quelque chose, le délai de 6 mois est prolongé, quoi. Donc en fait, si vous le maintenez en vie, que vous y retournez au moins une fois tous les 6 mois dessus, le pad va rester, quoi. Mais tout de même, enfin moi je préviens que c'est pas l'utilisation finale. Après, Je donc je propose vois une qu'on question. continue et on prendra les questions après, Flo.
fais D'accord. déjà une petite présentation, parce que de toute façon, il y en aura plein des questions, mais du coup, Oui, là, de voir après pour l'autre outil, enfin les deux autres dont tu voulais nous parler. oui. D'accord. Donc du coup, on va passer. Donc là, on a vu l'EHPAD, les outils d'écriture collaborative. Le deuxième outil qu'on propose, peut-être vous avez déjà entendu parler d'un site qui s'appelle Framadat ou d'un site qui s'appelle Doodle, qui sert à faire des réunions, en fait, à caler une date de réunion. En gros, c'est des outils de sondage où on peut du coup proposer différents choix et on envoie une adresse URL à des participants. Et les participants peuvent se positionner sur une date ou une autre. Et à la fin, ce logiciel permet automatiquement de savoir quelle est la date la plus adaptée pour faire la réunion. Alors, ça peut être fait pour des dates, mais ça peut aussi être fait pour, on peut faire un questionnaire, genre, préférez-vous manger des fruits ou des légumes ou de la viande? Et du coup, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Donc, alors voilà à quoi ça ressemble. Là, sur l'écran, on voit du coup l'interface quand on arrive sur le site, à quoi ça ressemble. Donc, à chaque fois, hein, quand on passe par le site colibri-outilibre.org, on a la gare, on a le portail, et quand on navigue dans le portail, du coup, le premier choix c'est l'EHPAD, le deuxième choix c'est du coup ces outils-là de sondage. Et donc, quand on arrive dessus, il propose deux choix, donc soit créer un sondage avec des dates, soit créer un sondage classique. Donc peut-être montrer à quoi ça ressemble l'interface de sondage avec des dates. Donc voilà, on clique sur l'image ou sur le bouton là en dessous. Donc on voit que ça va être en trois étapes. Donc le créateur du sondage, il rentre son nom, son email. C'est pas des informations qui sont gardées, mais c'est juste que, en fait, c'est souvent l'animateur qui va du coup créer un sondage et il va recevoir du coup les réponses des personnes par email. C'est pour ça que là, on demande le nom et l'email. Donc après le nom, vous n'êtes pas obligé de mettre ce qui est le vôtre, hein, si vous voulez rester un peu anonyme, mais par contre l'adresse de courrier, il faut mettre la bonne, sachant qu'une fois que le sondage sera terminé, ça sera effacé, hein. Voilà, donc ici on met un titre, une description, voilà. On vous passe les paramètres facultatifs. Enfin, si, ouais, on peut regarder vite fait. On peut donc personnaliser le lien parce que par défaut, ça va créer un lien aléatoire. Donc, ça va être un lien qui va pas être très très joli. Donc, on a la possibilité de le mettre comme on veut. On peut bloquer l'accès par un mot de passe si on veut, si c'est un peu des informations confidentielles. Donc, ouais, si tu veux montrer, personnaliser le lien, bah, du coup, on a l'adresse URL derrière. On peut écrire, par exemple, sondage Marika ou quelque chose comme ça. Comme ça, on aura une adresse qui sera personnalisée avec marqué sondage Marika. Voilà. Du coup, le mot de passe, c'est pour si on veut vraiment parler de choses top secrètes. Mais généralement, le but, c'est quand même que les gens y accèdent facilement, donc on évite de faire trop compliqué. Mais bon, éventuellement, on peut le faire. Et voilà. Et là, pareil, on peut décider est-ce que tout le monde peut aller modifier ses votes ou une fois qu'on a voté, c'est pris en compte ou on peut juste modifier son propre vote. Enfin voilà, il y a quelques petites nuances. Euh, Moi, c'est l'option que je préfère d'ailleurs. Chaque sondé peut modifier son propre vote, ce qui est finalement oui, le plus courant. Ok, vas-y, d'accord. c'était juste, pardon. Voilà. Et pareil, on peut choisir de recevoir un mail pour chaque participation ou juste globalement. Voilà, donc à quoi ressemble l'interface? En fait, donc on a un petit calendrier. On peut choisir du coup certaines dates, donc et différents horaires. Hein. Donc, voilà, on peut dire hop, 9h, 19h. Voilà, c'est très bien. On va proposer quand même deux choix, sinon ça va pas servir à grand chose. Mais voilà, on peut recopier le truc qu'on avait marqué au-dessus. On peut rajouter d'autres horaires, du coup, c'est ce qu'elle montre Marika là. En fait, on a trois choix par défaut. Si on remplit pas une case, ça apparaîtra pas, mais en fait, si le même jour, on peut proposer plusieurs plages horaires bien précises, on peut en proposer autant qu'on veut. Pareil sur les jours, par défaut, il en met trois, mais on n'est pas obligé de tous les remplir, et on peut en rajouter si on veut mettre plus que 3 jours, c'est possible. Voilà. Donc là, il y a un bouton qui remplit automatiquement les jours avec les mêmes horaires, les mêmes plages d'horaires que le premier jour qu'on a saisi. Voilà. Donc voilà, là, je pense que Marika a bien travaillé, c'est bien précis, on a tout ce qu'il faut. Hop, et voilà, donc on a la liste des choix, donc le jeudi, le vendredi ou le samedi.
Après, on a une date à laquelle, du coup, le sondage va disparaître, ne sera plus actif. Donc, par défaut, c'est pareil, c'est peut-être un peu large, hein, parce que généralement, si là, on choisit des dates pour le 19, 20, 28, on n'aura peut-être pas forcément besoin d'y retourner jusqu'en avril 2018. Mais bon, voilà, par défaut, c'est ça. On peut laisser par défaut, hein, ça pose pas de problème. Ça stocke pas grand-chose, hein, ces informations, et puis après, elles sont vidées au bout d'un moment. Comme je vois l'heure qui tourne un peu, je me permets du coup, Oui, de on faire se la dépêche. Ben passage. juste, on arrive au bout là. Du coup, on voit l'interface qui sera proposée aux personnes qui vont dessus. Normalement, Marika a reçu un mail dans sa boîte lettres qui lui rappelle du coup le lien qu'elle a choisi, etc. Comme ça, elle par mail, elle peut tout de suite l'envoyer à différents participants. Et donc elle peut elle-même voter. Donc on voit qu'il y a trois choix de vote. Soit on est pour, soit on est OK, soit on n'est pas OK, soit éventuellement OK quoi. Voilà, il y a trois petites nuances. Et donc voilà, elle a rempli le sondage. Et donc elle va envoyer le mail qu'elle a reçu à tous les potentiels participants. Chaque participant va pouvoir rajouter son nom et indiquer ses disponibilités, mettre éventuellement un commentaire en bas pour préciser quelque chose si jamais il y a des choses à préciser. Et le logiciel automatiquement, à la fin, il va trouver la date à laquelle le plus de gens sont disponibles. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a à peu Super. près fait le tour. On vous fait pas le coup de l'interface du sondage qui est autre que des dates, mais c'est à peu près la même interface. Juste à la place de choisir des dates, on a la possibilité de mettre une image, on a la possibilité de mettre du texte, et du coup, on demande à faire des choix qui sont sur autre chose que juste des dates. Voilà. Et enfin, donc le troisième logiciel que l'on propose, du coup, c'est les espaces collaboratifs sous forme de wiki. Alors wiki, Alors là, je je vous ai pense qu'on pas. va pas pouvoir aller autant Oui, dans le oui. Du détail, coup, mais je pense que tu vas pouvoir nous faire une petite, oui. parce que c'est plus Mais de toute façon, conséquent que les deux autres. je vais pas du tout. Ouais, c'est vrai que là, on aurait beaucoup de choses à raconter, donc je vais juste réexpliquer le principe d'un wiki. Là, on avait parlé de Wikipédia, donc c'est à peu près le principe d'un wiki, c'est le fait que tout le monde peut éditer facilement un site internet, et donc du coup, sur les pages du site, en fait, en bas, on a des liens à éditer la page, et n'importe qui va sur le site peut facilement contribuer. On part du principe qu'il vaut mieux laisser ouvert et que les gens contribuent avec des mécanismes qui permettent de faire marche arrière. On a l'historique des versions d'une page, donc si jamais quelqu'un saccage quelque chose ou marque quelque chose qui n'est pas une contribution qui est malveillante, on peut très très facilement faire marche arrière. Et donc en fait, en partant de cet a priori-là, on se rend compte que les gens participent beaucoup plus parce que les choses sont ouvertes, il n'y a pas forcément besoin de savoir des mots de passe pour aller dessus, et donc c'est beaucoup plus facile d'accès, quoi. Et donc juste, Marika, si tu peux juste montrer la page liste des espaces pour voir déjà tous les espaces créés. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques personnes qui participent à des groupes locaux qui potentiellement sont peut-être déjà sur la ferme. Mais en tout cas, voilà, ce service-là, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre hébergement et qui ont un projet qui sont un peu en rapport avec les valeurs de Colibri. Et ils ont la possibilité de créer un espace sur ce site-là. Donc, ils vont se retrouver avec une adresse colibri-wiki.org et le nom de leur choix. Là, l'un des boutons que l'on voit sur le site, c'est justement créer un wiki. Ça vous donne un petit formulaire dans lequel vous renseignez juste nom, prénom, vous mettez un mot de passe pour l'administrateur du site parce que toutes les pages sont ouvertes par défaut. Enfin, on peut choisir des niveaux de droit, mais par défaut, c'est ouvert. Il y a quand même un administrateur qui peut plus tard affiner les droits pour réserver certaines pages, supprimer certaines pages s'il y a besoin et gérer des groupes d'utilisateurs pour mettre des droits spécifiques. Donc voilà, au moment où vous créez, on vous demande donc ces renseignements-là et on vous demande l'adresse que vous voulez sur colibriwiki.org et ensuite après votre espace que vous venez de créer apparaîtra dans la liste des espaces à côté. Il faut savoir que cette ferme, en fait, on a des personnes, des compagnons Oasis qui sont missionnés pour animer un peu la ferme. Donc, si vous créez un espace dessus, c'est possible que qu'un être humain vienne vers vous et vous explique un peu. Déjà, enfin, ils demanderont si, ils verront bien si le projet rentre bien dans les corps de Colibri. Mais après, ils peuvent vous aider à passer les premières étapes sur comment organiser le site, comment faire le menu, comment rédiger dans une page. Donc, vous bénéficierez d'un mini accompagnement des compagnons Oasis qui du coup vous initieront au wiki. Voilà. Justement, il y avait des questions sur les tutoriels ou tout ça. Oui. Euh,
notamment, donc j'ai relevé une question concernant les pads. Peut-être que tu peux le développer sur les deux autres. Oui, Est-ce qu'il existe des tutoriels qui expliquent comment fonctionnent les pads? oui. Et là, tu parlais d'un accompagnement. Du coup, c'est personnalisé, c'est des vidéos à regarder. Enfin voilà. Oui, alors pour chaque espace, là vous voyez par exemple sur l'espace des Colibri Wiki, il y a l'un des boutons qui est aide et tutoriel. Si on va sur ce bouton-là, on va trouver du coup une aide un peu pour commencer à rédiger des choses dedans. Et il y a aussi des tutoriels vidéo, mais c'est surtout des tutoriels aussi méthodos sur l'animation, comment on anime un wiki, etc. Donc il y a déjà des ressources qui existent par là. Après, le logiciel qui est utilisé là, c'est un logiciel qui s'appelle YesWiki et qui a aussi un site officiel. Et sur le site officiel, il y a une documentation. Donc l'adresse du site officiel c'est yeswiki.net. Je vais le mettre aussi dans le pad de la webconf. Et voilà. On trouve pas mal de renseignements là-dessus. Après, donc ça c'est pour la partie wiki. D'ailleurs, sur la partie wiki, je me permets, Philippe demande s'il y a aussi des wikis déjà libres à consulter. Bah, du coup, c'est YesWiki de ce que je comprends. Des wikis déjà libres à consulter? Bah, il y a Wikipédia, mais c'est encore Oui. plus libre. Ben, alors, à consulter, c'est-à-dire voir en ligne à quoi ça ressemble pour comprendre comment Oui, ça fonctionne, ouais. oui. Voilà. Après, moi, je vous conseille justement dans Wikipédia, il y a une page qui référence tous les logiciels libres de type wiki. Et donc, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Alors, il faut savoir que nous, on a choisi YesWiki parce que, bon, déjà, moi, je suis l'un des développeurs de cet outil, donc forcément, d'avoir des forces en interne, c'est pas mal pour proposer le service. Et surtout qu'on est parti un peu du principe qu'il fallait faire au plus simple. Donc, en fait, quand on regarde Wikipédia, il permet bien plus de choses, mais par contre, c'est du coup un logiciel plus difficile à installer, qui offre moins de personnalisation graphique, et donc, du coup, là, on a choisi, on a essayé de choisir des outils qui nous paraissaient les plus simples, sachant qu'ils sont quand même pas simples au point que juste, si vous créez un wiki, après, il faudra quand même un petit peu vous former à comment on rédige une page, etc., comment on change un menu, parce que si vous partez de zéro, ça sera pas facile. Et après, là, pour l'instant, le site, il est un peu dans des outils libres, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais on a vraiment un objectif de mettre beaucoup d'aide à l'intérieur. Là, par exemple, si on est sur la page d'accueil de colibrioutilib.org, sur les pads, il y a un bouton «Qu'est-ce que c'est?» qui explique un peu ce que c'est. Il n'y a pas encore de documentation, de documentation sur comment l'utiliser, mais l'idée, c'est qu'on se serve de notre site pour aussi pour tous les outils qu'on propose, proposer aussi des liens vers où est-ce qu'on trouve de la documentation, où est-ce qu'on trouve des vidéos explicatives, des choses à télécharger qu'on peut consulter sur sa machine. Enfin, on va essayer de le documenter au maximum. Là, vous le voyez un peu brut de décoffrage, donc il n'y a pas encore ces informations-là, mais c'est prévu qu'elles y soient. Et après, par ailleurs aussi, du coup, avec l'Université des Colibris, c'est prévu qu'il y ait des parcours sur les outils libres. Et donc ces parcours, ça sera c'est comme d'autres types de parcours que l'on suit sur l'université. Il y aura des vidéos, il y aura des QCM, des quiz, et il y aura des ressources qu'on pourra consulter et qui seront là justement pour que les gens apprennent à utiliser les différents outils. Donc pour l'instant, nous, on vient juste de finir d'installer les serveurs et de proposer les premiers outils et de les tester. Là, c'est pour ça qu'on sort pas avant décembre, parce que d'ici décembre, on va un peu retravailler un petit peu le look, l'interface du site, et on va surtout pas mal développer toute la partie tutoriel et explication. Voilà. Ok, Et super. sinon pour les pads, là il y a pas de lien disponible, il y a des documentations qui existent, qui ont été faites par d'autres personnes. Il y a des sites, je sais qu'on l'avait fait sur Outils Réseau, qui propose du coup des explications sur comment utiliser un pad. Et voilà. Et pareil sur Framadat aussi, il y a un document fait par Framasoft qui explique comment on crée des sondages, etc. Donc des documentations existent, mais elles sont un peu éparpillées sur le net. Donc nous on fera le travail sur le portail des outils libres de les référencer. Super. Euh, alors, il y a une question sur comment on va les faire connaître. Ben, justement, ce que disait Florian, c'est qu'on va faire comment dire, une communication, hein, tout simplement, Oui, euh, en décembre, très certainement. oui. À la fois sur notre site et à la fois sur, je pense, notre réseau. Donc là, c'est un petit peu en avant-première. Bien qu'il faut savoir que du coup, Framasoft a déjà mis en place ces outils-là. Donc nous, c'est juste
quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'on a dupliqué ce que Framasoft a Oui. fait? Oui, c'est sûr qu'on se base sur le travail qu'eux, ils ont déjà fait, mais je pense que justement, Framasoft, il se concentre sur la partie développement des logiciels libres, et nous, on voudrait aller un peu plus loin sur aussi, je crois que ça a été précisé par Marika, on voudrait aller un peu sur de la méthodo, d'animation, aussi aller plus loin sur ces choses-là, parce qu'on est bien conscient qu'il suffit pas de mettre en place des outils pour que ça fonctionne tout seul. C'est vraiment souvent on se dit ça, je vais mettre un outil collaboratif et après mon groupe va collaborer alors que ça fonctionnera pas comme ça. Donc on va vraiment mettre le paquet sur ces aspects-là aussi. Voilà. Et, euh, et, euh, Super. et donc après pour Marika se qui faire dit ce connaître, n'est pas l'outil qui est collaboratif. le principe, on remarque souvent, enfin, par exemple, c'était le cas avec Framasoft, c'est une association, en fait, ils sont 6 salariés à Framasoft, et en fait, ils font des services qui sont utilisés par 200 000 personnes, enfin, par des centaines de milliers de personnes. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de visites, et généralement, on se rend compte que quand on propose un service gratuit, libre, il suffit d'un peu communiquer dessus, et après, les gens commencent à l'utiliser, quoi. Généralement, ça fait effet boule de neige, par exemple. Si vous faites un sondage avec cet outil de sondage, les gens ils vont recevoir un lien avec l'adresse de l'outil de sondage et peut-être qu'une prochaine fois que eux ils auront besoin de faire un sondage, ils vont utiliser aussi ce service-là. Donc il y a un peu ce Tu bouche à adores? oreille qui va se faire. Et après le but c'est quand même justement on veut se positionner un peu comme des AMAP du logiciel libre. On n'a pas envie de devenir un énorme truc que tout le monde utilise. On a envie de faire notre part et de proposer du coup dans notre réseau ces outils. Et par contre, on va essayer de tout documenter, y compris des choses très techniques. On n'avait pas trop parlé, mais aussi pour les plus geeks d'entre nous, en fait, on organise des coding parties à Colibri, donc avec des informaticiens qui sont capables de coder. On se retrouve le week-end ou en soirée et on prend du temps pour développer l'offre de service, monter en compétences entre nous. Et voilà, donc en tout cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est après, tout ce qu'on fait avec le chaton, on veut le mettre à disposition pour que, à d'autres échelles de territoire, les gens qui veulent faire leur propre service avec des pads, ils soient autonomes pour pouvoir le faire à leur échelle de territoire. Donc, plutôt avoir plein de petits serveurs à énergie verte qui proposent des services, plutôt qu'un gros service centralisé qui regroupe toutes les données et qui nécessite un énorme data center pour fonctionner. Yes, bah merci Florian. Je vais remettre Marika au centre. Elle peut rallumer sa petite webcam. Il est 20 heures. C'est frustrant, mais j'essaie de tenir au maximum les horaires auxquels on s'est engagé. Il y a Philippe qui disait que ça serait sympa d'avoir le retour des Oasis qui utilisent ces wikis. Effectivement, je pense qu'on pourra le transmettre. C'est déjà le cas effectivement avec donc Jean-Marie et Silver qui sont des compagnons Oasis qui accompagnent les Oasis pour la création de Wiki et pas que les Oasis. Je voudrais aussi remercier Jean-Philippe, qui a été un bénévole qui nous a aidé, il me semble, sur tout ce qui est création Il de doit être chaton. présent là, normalement, hein. Ouais, Il il doit a dit même qu'il être venait. présent, je l'ai vu sur le pad. Donc voilà, tout ça se fait pour vous et se fait également grâce à vous. Donc merci beaucoup, beaucoup. Je voudrais remercier Florian et Marika voilà d'avoir pu animer de manière écrite ou orale cette conférence. C'est toujours super de vivre des moments pareils. On va bientôt remettre au clair ce pad. On va pouvoir vous mettre les liens correspondants et moi je vous renverrai un mail. Voilà. Il faut savoir que là c'était un moment privilégié pour vous. L'idée c'est derrière de le mettre en partage pour tous sur notre site internet. Voilà, comme ça vous avez le moment instant présent privilégié pour les cotisants et l'idée c'est de pouvoir le partager au plus grand nombre par la suite sur notre site internet. Voilà. Bah écoutez, c'est top là de voir tous ces petits merci en pop-up. Ça donne une belle énergie. Flo, je sais pas si tu voulais dire un petit mot de fin. Et Marika, pareil. Ben non, mais juste, ben, voilà, ça fait extrêmement plaisir, même si du coup le format comme ça vidéo, en fait, c'est bizarre de parler et de pas avoir le retour enfin, d'avoir le retour que sous forme de petites bulles textuelles. Je suis C'est pas d'accord. toujours très facile, mais voilà. En tout cas, on a prévu sur l'année prochaine de faire aussi des moments présentiels. Et du coup, justement, les compagnons dont on parlait, ils vont souvent sur les événements et du coup, ils proposent des stands un peu autour des équilibres. Donc, on va vraiment aussi développer ce côté-là. En fait, et là, sur la com, on a aussi axé sur le fait qu'il y a plein d'humains derrière. Là, tu citais Jean-Philippe qui a fait un énorme boulot. Il y a aussi la carte auprès de chez nous qui a été développée en logiciel libre par un bénévole Colibri. Donc, il y a plein de gens
derrière tous ces zéros et ces 1 et ces services, il y a des êtres humains qui essayent de rendre l'informatique positive. Donc voilà, en espérant qu'on puisse continuer à grandir comme ça. Voilà. Et pareil de mon côté, moi je suis très fan des visios plutôt, de se voir, de pouvoir échanger. Donc voilà, il peut y avoir de la convivialité à distance. Donc ça c'est super important. Ça ne remplace pas la rencontre, mais ça peut être quand même très complémentaire de se voir et de pouvoir être sur quelque chose d'interactif. Et par rapport aux personnes qui, voilà, qui dans le pad disaient j'arrive pas à me connecter, c'est compliqué, essayez de voir aussi autour de vous s'il n'y a pas des lieux qui accompagnent en fait sur le numérique, le multimédia, sur les logiciels libres. Je sais qu'à Montpellier, nous on a Montpellier Libre, voilà, donc il y a des structures en mairie, des centres sociaux, voilà, où vous pouvez peut-être aussi trouver de la ressource. Voilà. Et Super. puis l'animation aussi, hein. L'animation, c'est important, c'est-à-dire que les outils, les pads, il faut Surtout donner des l'animation. consignes. Voilà, donc ça ne remplace pas les personnes. Voilà. En tout En cas, tout merci à cas, vous. merci aux 50 qui étaient à peu près connectés. Et après, j'ai pas le chiffre exact parce que c'est ceux qu'on voit et des fois on n'en voit pas, mais ils sont quand même connectés. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée, plein de liberté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Salut! Salut.